Bien, bonjour, il est tard, tout le monde est saoulé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que j'avais prévu de dire, donc je vais faire pas mal de coupes pour essayer de pas être trop long. Donc merci le J. Pipo de m'avoir invité à vous présenter ma collection de cartes postales de grands ensembles et accessoirement de vous parler de rénovation urbaine. Donc je suis ravi de le faire aujourd'hui dans un contexte de très grande incertitude quant à la poursuite de cette politique après 2026, parce que je crois que le cœur du sujet, il est là. En vous écoutant depuis ce matin, je suis très agréablement surpris. Ça faisait très longtemps, ça faisait des années que je n'avais pas assisté à un grand raout organisé par l'État, en général, sur des quartiers populaires dans lesquels on n'entend que des discours bienveillants sur les grands ensembles. Bon, Rachid Dati qui nous a parlé de séparatisme, mais à part ça, et à pas considérer que, quel que soit le problème pour ces quartiers, la solution, c'est de les raser. Voilà. Alors, ayant été, moi, parfois un peu seul, il y a très longtemps, à critiquer l'action de Lenru, sa doctrine démolisseuse de l'époque, je devrais me féliciter. Sauf que bon, d'abord, la doctrine de Lenru a évolué. Hein, on est en 2025, on n'est plus en 2003. En tout cas, au niveau national, ça a évolué. Hein. Ensuite, localement, c'est autre chose. Et surtout, mesure les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde HLM, sur la rénovation urbaine. Et il ne faudrait pas que Quartier de demain soit qu'un voile de fumée qui serve à masquer l'enterrement des ambitions en matière de construction de logements sociaux, en matière de renouvellement urbain. Voilà, il n'aura échappé à personne que le contexte politique, le contexte budgétaire n'est pas favorable du tout à l'affirmation d'un projet ambitieux et bienveillant pour les quartiers populaires. Bon, mais comme disait Michel Blanc dans Les Bronzés, on ne sait jamais, sur un malentendu. Voilà, bref, il n'est pas interdit d'espérer que les travaux des équipes du programme permettront d'ouvrir des nouvelles perspectives, de faire émerger de nouveaux imaginaires, de nouvelles pratiques pour l'intervention publique dans ces quartiers qui réunissent près de 8, 9, 10% de la population française. Et donc, moi, ce que je vais essayer de faire là, petit quart d'heure, c'est quand même avant de revenir sur un peu le bilan de cette rénovation urbaine et les perspectives, de déconstruire quelques idées reçues sur ces quartiers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de ces idées reçues qui ont déjà été déconstruites, donc ça va me permettre de faire des coupes, et comme j'avais un topo beaucoup trop long, c'est bien. La première, et je pense que c'est assez acquis, d'après ce que j'entends, mais quand même insister là-dessus, c'est que le problème des banlieues n'existe pas. En tout cas, le problème des banlieues au singulier. Un problème qui serait de même nature, la Seine-Saint-Denis au quartier nord de Marseille, en passant par Beauvais, Colmar, Pessac, avec simplement des variations en intensité. Parce que si le problème est le même partout, alors des solutions standards peuvent être déployées à l'identique partout, comme ça a été le cas dans le premier programme de rénovation urbaine, le PNRU. Comme ce n'a pas été le cas, je pense, dans le NPNRU, et comme j'espère, un troisième programme pourra encore plus prendre en compte. Ces quartiers, ils se caractérisent par leur diversité architecturale, comme on peut le voir sur ces cartes postales. On a une homogénéité interne à chaque quartier, avec une réplication de bars, de tours à l'identique. Mais quand on compare deux quartiers, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Cette diversité, elle est géographique, on a suffisamment insisté, et aujourd'hui, je crois que les responsables politiques ne peuvent plus nous parler des quartiers sans dire « Oh là là, attention, c'est pas la Seine-Saint-Denis, hein, c'est aussi l'Odève, c'est aussi les petites villes, c'est aussi le rural, les quartiers en rural, pas là, parce que... » Bon, c'est vrai, ouais, il y a une grande diversité géographique, il y a une grande diversité aussi dans le type d'intégration urbaine, de rapport à l'environnement. Alors, ça me semble assez déterminant parce que le rapport à l'environnement territorial, ça détermine le type de ressources mobilisables pour résoudre les problèmes qui se manifestent dans ces quartiers. Parler de territorialisation, je pense que c'est surtout ça, c'est construire des projets singuliers qui vont s'appuyer sur des diagnostics singuliers, non pas des problèmes, pas seulement des problèmes, mais des diagnostics singuliers des ressources mobilisables. Quelles aménités, quels équipements collectifs, quel tissu associatif, quel leader. Et puis, il
il y a eu aussi une chose, on n'en a pas assez parlé, et en même temps, c'était tellement spectaculaire en l'entendant, c'est que ce qui fait diversité aujourd'hui dans les quartiers et dans les enjeux de territorialisation, c'est la diversité des configurations politico-institutionnelles. Et derrière ça, c'est la capacité des acteurs locaux à construire, à porter des projets pour les quartiers. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la métropole de Nantes, où la politique de la ville est portée par une intercommunalité puissante, techniquement intégrée politiquement, et celle d'Aix-Marseille, où les combats institutionnels bloquent toute action, en particulier quand il s'agit de lutter contre la ségrégation. Quoi de commun entre ces métropoles et des petites villes dont les ressources d'ingénierie sont réduites et où les maires des communes périphériques préféreraient boire de l'eau de Javel plutôt qu'accueillir des ménages racisés venus des cités HLM de la commune centre. Ces éléments-là sont les éléments déterminants aussi. Et c'est au regard de ça qu'il y a des enjeux de territorialisation forts. Donc les problèmes, il y a des problèmes des banlieues, il n'y a pas un problème. Deuxième idée reçue, Pierre Gilbert l'a déconstruit, la notion de quartier de ghetto. Je ne vais donc pas y revenir, j'adhère évidemment à ce qu'il a expliqué. On n'est pas dans des quartiers... D'abord, on est dans des quartiers de minorité, on n'est pas dans des quartiers avec un seul groupe qui serait assigné à résidence. Le regretté Claude Dillin aimait dire qu'il avait plus de nationalités chez lui à Clichy-sous-Bois qu'il y en avait de pays à l'ONU. Parce qu'il avait des Kurdes, il avait des Palestiniens, etc. aussi. Ce qui caractérise ces quartiers, ce sont des quartiers de minorité, ce sont des quartiers racisés. Mais ce ne sont pas des ghettos. C'est d'autant moins des ghettos que, comme ça nous a été rappelé à la table ronde, ce sont des quartiers de flux résidentiel, pas d'assignation. Il y a un vieux débat dans la politique de la ville, quartier SAS, quartier NAS, est-ce que ce sont des quartiers qui servent de tremplin dans des parcours promotionnels ou des quartiers qui enferment dans la pauvreté? La réalité, c'est que c'est un peu des deux, suivant les groupes, suivant les populations. Mais que dans ce un peu des deux, quand même, c'est avant tout des quartiers de flux, avec une mobilité très forte. Ça a des conséquences qui ont été citées, sur la participation, sur etc. Ça a une autre conséquence hyper importante dans les débats, qui est que les ménages sortants sont toujours des ménages en meilleure situation sociale que les ménages rentrants. Qu'on arrive dans ces quartiers, souvent pas par choix, on y accumule des ressources, on est dans des dynamiques de promotion sociale et on en part. Et on est remplacé par d'autres qui, eux, n'ont pas... La conséquence, c'est quoi? C'est que, statistiquement, la situation des quartiers ne s'améliore pas. Les populations, leur situation s'améliore. Les quartiers, ça ne s'améliore pas. Et ça, sa conséquence, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est que dans le débat politique, on va dire, ben voilà, on met des milliards dans ces quartiers et pourtant, ça ne va pas mieux. Donc, il faudrait peut-être arrêter dans un contexte où les milliards ne courent pas les rues. Vous voyez bien, le raisonnement est absurde. Si on le poursuivait, il faudrait arrêter de financer les hôpitaux. On y met des milliards depuis des décennies, et pourtant les personnes qui y séjournent sont toujours aussi malades. Voire pire, elles sont de plus en plus malades, parce qu'il y a aujourd'hui ambulatoire, etc. Si déjà on pouvait attendre de ces quartiers qu'on n'y attrape pas des maladies nosocomiales, qu'on en reparte en meilleur état, voilà, c'est bien. Troisième idée reçue, c'est justement cette idée du milliard pour les banlieues. L'extrême droite est parvenue à imposer l'idée suivant laquelle l'État mobiliserait des ressources considérables pour les cités de banlieue des métropoles, pendant que les villes petites et moyennes, les espaces ruraux, seraient abandonnés. Cette idée, alors je dis l'extrême droite, mais elle est reprise par la droite dite républicaine, puis par d'autres, quoi, elle se diffuse. Et la conséquence avec toutes les conséquences, notamment celle que la délégitimation, c'est le politique. Le problème, c'est que ces milliards, ils n'existent que dans l'esprit de ceux qui le dénoncent. Alors je sais qu'on est en 2025, que les faits n'importent pas toujours tellement dans le débat politique, mais bon. La politique de la ville, c'est supposé être une politique de discrimination positive territoriale. Une politique visant à donner plus à ceux qui ont moins. Quelques chiffres, on n'en a pas donné beaucoup aujourd'hui, mais quand même quelques chiffres. Le budget qui est consacré par l'État, c'est 600 millions d'euros en loi de finances. 600 millions d'euros, ça fait 100 euros par habitant des QPV. C'est un petit plus, mais un petit plus qui ne vient pas compenser les immenses inégalités de traitement des politiques dites de droit commun.
l'éducation nationale, le service public de l'emploi, etc., etc. Les seuls milliards pour les banlieues, ce sont ceux de la rénovation urbaine. Mais ce ne sont pas les milliards de l'État, là aussi, ça mérite d'être rappelé. Sur les 48 milliards d'investissements du PNRU, donc 2004-2021, la moitié vient des HLM, un quart des collectivités, un cinquième d'Action Logement. L'État, 1,2 milliard entre 2004 et 2022. Grosso modo, les mêmes chiffres pour le nouveau programme de rénovation urbaine, et c'est 50 milliards d'investissements pour 2014-2030, 12 milliards de subventions de l'ANRU. Là-dedans, l'État, c'est 10% des 12 milliards. Et l'État est un très mauvais payeur. À ce jour, à ma connaissance, il n'a payé que 10% sur les 10%. 1% du budget de l'ANRU. Voilà. Donc, qui paye pour la rénovation urbaine? C'est pas l'État. Ce sont les locataires HLM, ce sont les employeurs pour loger leurs salariés, ce sont les villes. Voilà. Quatrième idée reçue, j'accélère. La forme urbaine serait la cause des problèmes sociaux et de sécurité qui s'observent dans les quartiers de grands ensembles. Et dès lors, on pourrait effectivement résoudre ces problèmes sociaux par la transformation de ces formes urbaines. Alors, on est resté de l'architecture du patrimoine, il y a beaucoup d'architectes d'urbanistes, je ne vais pas non plus aller critiquer trop frontalement cette idée qui, depuis les travaux de Jane Jacobs dans les années 60, sont un peu imposées dans la profession. Disons simplement que pour les quartiers de grands ensembles français, on en attend la démonstration empirique et on ne peut pas dire que les 20 ans de rénovation urbaine apportent des éléments de preuve. Alors je suis retombé là, la semaine dernière sur un entretien avec Roland Castro dans lequel il déclarait « Quand on voit qu'on ne s'est pas moqué de vous, que là où vous habitez c'est beau, on ne casse pas, là où les maires ont lancé d'importants projets urbains, le Front National a reculé. » Bon, c'est beau comme du Castro, mais c'est évidemment faux. Et la géographie des émeutes de 2023 en fournit une illustration. Ce qui ne veut pas dire que la transformation urbaine est inutile. Hein. Là, je rebondis sur ce que disait Pierre Gilbert. Qu'est-ce qu'on peut on peut attendre des choses. Peut-être pas tout. C'est-à-dire qu'il faut renoncer au beau, puisque je cru comprendre que c'est un terme à la mode ici. Il ne faut pas renoncer à la qualité architecturale, mais il ne faut pas attendre de l'architecture plus qu'elle peut, en particulier, de traiter des problèmes dont la résolution passe par d'autres politiques publiques et se joue à d'autres échelles que les quartiers. Qu'il s'agisse du développement de l'offre de logements abordables hors des quartiers, de la mise en place d'une politique de lutte contre les discriminations. Alors, j'ai entendu le président de la République ce matin dire il faut aller encore plus loin en matière de lutte contre les discriminations. Bon, encore plus loin que nulle part, c'est déjà... Mais bon, il faut y aller, quoi. C'est pas la rénovation urbaine qui va résoudre le problème de la ségrégation scolaire, qui ne peut que s'amplifier tant que l'enseignement privé pourra sélectionner ses élèves sans aucune contrainte. Je pourrais continuer. Alors, j'avais noté ne pas parler de la police, donc je ne parle pas de la police dans les quartiers. Bon, j'en viens maintenant au bilan des 20 ans de rénovation urbaine, ce qui aurait dû être le cœur de mon propos, mais bon, là, c'est un peu long. Bon. Dans une perspective évaluative, la première chose à rappeler sur ces programmes, le PNRU, puis le nouveau programme, le NPNRU, c'est que cette politique a été effective, elle s'est mise en œuvre. Ça peut sembler absurde, mais la majeure partie des annonces politiques, des annonces de politique publique, ne sont pas mises en œuvre. Là, il y a des budgets prévus qui ont été mobilisés, des réalisations qui sont au rendez-vous. Il y a des centaines de quartiers qui ont été transformés, dans lequel le cadre de vie a été amélioré. Il y a des centaines de milliers de personnes dont les logements, la qualité du logement a été améliorée. Et de ce point de vue, force est de constater, et je le dis d'autant plus que j'étais très critique de cette agence, force est de constater que le montage institutionnel imaginé par Jean-Louis Borloo en 2003, avec une agence dédiée, qui ne dépendait pas pour son action du vote annuel des budgets de l'État, a permis de conduire des projets de longue durée, inscrits dans des perspectives temporelles qui dépassent les mandatures municipales, et a fortiori les alternances gouvernementales, ce qui les a préservés du stop and go. Et je crois que là, aujourd'hui, la question, elle est là. La rénovation urbaine, elle a permis un réinvestissement massif, à la fois politique et budgétaire, de quartiers qui avaient été abandonnés, qui avaient été délaissés depuis leur livraison et qui s'étaient dégradés.
elle a transformé le cadre de vie, elle a amélioré les conditions de logement. C'est pas rien, ce n'est pas rien, même si beaucoup reste à faire. Alors le problème, c'est que ces transformations physiques ne sont pas protégées par les transformations du peuplement qui étaient attendues. Voilà l'objectif central de la rénovation urbaine, tel qu'il a été énoncé en 2003, tel qu'il a été répété en 2014, c'était la mixité sociale. Et là, de ce point de vue, tous les bilans réalisés à l'échelle nationale convergent, la mixité n'est pas au rendez-vous. Les quartiers rénovés demeurent des quartiers très populaires, marqués par une concentration de la pauvreté inchangée. Et ça, d'un point de vue évaluatif, c'est incontestablement un échec au regard d'un objectif qui a été assigné à cette politique. Mais cet échec, moi je tiens à le dire, il doit être immédiatement nuancé, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est un bilan national et qu'il y a des variations locales. Voilà, il y a l'étude de France Stratégie d'il y a 2 ans de Nina Guillon montrait que, justement, il y avait aussi des quartiers, notamment des quartiers dans lesquels la rénovation était le plus intense, dans lesquels la réduction de la pauvreté avait pu arriver. Deuxième chose, les bilans réalisés portent aujourd'hui sur le PNRU, et non pas sur le NPNRU. Or, à écouter un certain nombre de discours, je pense que tout le monde n'a pas pris la mesure de ça. Il y a eu des changements quand même extrêmement sensibles, majeurs, entre le PNRU et le NPNRU. Des principes qui étaient appliqués de manière rigide, de manière doctrinaire, de 2004 à 2014, pour aller vite. Les démolitions massives. La règle du 1 pour 1. Une démolition, une reconstruction qui était appliquée de façon indifférenciée dans les marchés tendus comme dans les marchés détendus. Voilà. Tout ça a été quand même très largement assoupli. Les projets qui étaient contractualisés avec des communes dans le PNRU sont passés à l'échelle intercommunale, ce qui était quand même une condition pour organiser une redistribution, un rééquilibrage spatial du logement social. Et puis surtout, l'ANRU a renoncé à ces appels à projets qui mettaient sous pression les concepteurs, avec des conséquences quand même très fortes sur la qualité des projets, de leur conduite, même si là encore, des marges de progrès importantes demeurent, en particulier pour ce qui concerne la participation. Mais bon, au-delà de ça, ouais, la mixité n'est pas là. Les quartiers sont de meilleure qualité, mais ça reste des quartiers populaires. Vous vous rendez compte quand même, l'injustice sociale, ça aurait été, on fait des quartiers qui ont été abandonnés, dégradés, et puis une fois qu'ils deviennent des quartiers avec de la qualité, non, c'est pour les autres. Et de ce point de vue-là, je crois qu'un peu de perspective historique, Emmanuel Bélanger ce matin vous en a donné un premier élément, mais pas inutile, on en est à la 3e grande vague de rénovation urbaine. Haussmann, De Gaulle, aujourd'hui. Puis il y en a d'autres exemples, ville nord-américaine et quelques autres. On est pour la première fois dans une grande politique de rénovation urbaine, ne conduit pas à repousser les pauvres toujours plus loin dans les périphéries. Ok, on a des sites HM qui restent des quartiers d'accueil de populations pauvres et précaires. Elles y bénéficient de conditions de logement dignes, d'un cadre de vie amélioré, d'un accès facilité au reste de la ville et à ses ressources. J'ai du mal à dire que ce soit un échec, personnellement, ça. Bon, comment est-ce qu'on explique que, malgré tout, c'est une question, comment est-ce qu'on explique que la ségrégation persiste, qu'elle résiste à la rénovation urbaine? Alors, les raisons sont évidemment multiples. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Pierre Gilbert, Quartier populaire, vous aurez plein d'éléments d'explication là-dessus. Moi, j'insisterai sur une dimension qui a été mentionnée, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est que, première raison, c'est que les habitants des tours et des bars d'immeubles démolis ont massivement voulu rester sur place. Au grand étonnement des élus, des concepteurs de projets. Mais pour aller plus loin, il y a plein d'autres raisons. Mais ça amène quand même à s'interroger sur la pertinence quand même de l'objectif de mixité sociale. Et là, je vais revenir une nouvelle fois sur ce qu'a dit Pierre. La mixité sociale, c'est un enjeu déterminant dans l'espace scolaire. Toutes les études, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, nous montrent à quel point la mixité sociale dans l'espace scolaire, même dans l'espace de la classe, ça ne plombe pas les enfants qui ont des ressources à domicile, les enfants des riches, et ça tire vers le haut les enfants des pauvres, qui ont moins de ressources pour prolonger le travail scolaire à domicile, et ça apprend à tout le monde à vivre ensemble. C'est vecteur de tolérance, de cohésion sociale dans un pays qui est rongé par le séparatisme social. Et le séparatisme social dont nous parlait Rachida Dati,
Elle connaît, elle est maire du 7e arrondissement. Donc, alors, je suis évidemment pas en train de vous dire qu'il faut renoncer à l'objectif de mixité sociale. Mais cet objectif ne doit sans doute pas être l'objectif principal des projets de rénovation urbaine. On est en 2023, il y a d'autres défis. 2025, pardon, on n'est plus en 2003, on est en 2025, il y a d'autres défis. Le défi d'une production massive de logements sociaux abordables, bien sûr. Mais il y a la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité qui nous oblige à opérer une transition accélérée si on veut que nos villes restent vivables en 2050. Et ça passe notamment par une massification de la rénovation thermique des logements. Et en particulier des logements dans les quartiers populaires qui sont les plus menacés aujourd'hui par les épisodes caniculaires qui sont appelés à se répéter. On a des habitants qui partent moins en vacances l'été, beaucoup moins en vacances l'été. Les accès aux points d'eau et aux espaces verts sont plus limités. On a une obsolescence technique des immeubles avec des logements qui sont à la fois des passoires énergétiques et des bouilloires thermiques. Voilà. Et en même temps, on connaît les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui les politiques de rénovation thermique dans l'habitat privé, que ce soit les copropriétés, que ce soit l'habitat individuel. On ne sait pas faire de la rénovation thermique dans le pavillonnaire, on ne sait pas faire prendre des décisions de rénovation thermique par les copropriétés, et techniquement, il n'y a pas de copros qui sont pareils, il n'y a pas de pavillons qui sont pareils, c'est compliqué. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Les grands ensembles. Les grands ensembles, c'est le terrain idéal pour conduire une politique nationale massive de rénovation thermique. On a des HLM qui sont des opérateurs capables de prendre des décisions, qui sont capables d'investir sur le long terme. Et la rénovation thermique, c'est rentable qu'à très long terme. C'est le modèle économique des bailleurs sociaux, empruntés à 30, 40 ans pour conduire des investissements comme ça. Ce sont des opérateurs qui se sont dotés de compétences techniques qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans, en matière de conduite de projet, d'aménagement. Et le fait que les quartiers de grands ensembles aient été produits de façon industrielle, standardisée, permet aujourd'hui d'envisager une rénovation thermique de grande échelle, appuyée sur des innovations techniques en la matière, comme finalement ça a été au moment de la construction de ces quartiers au siècle dernier. Et je crois qu'en la matière, quartier de demain pourrait être à la rénovation thermique ce que les concours du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme ont été à la production de logements dans les années 50. Toute cette histoire des grands ensembles, elle s'est fondée sur quelques grands concours d'architectes, quelques consultations qui ont fait qu'il y a eu des terrains, des villes, des quartiers, Bellebaye à Angers, Rotterdam à Strasbourg, quelques autres, pour expérimenter en situation réelle des nouveaux procédés de construction rapide, économique, qui ont pu ensuite être généralisés à l'ensemble de la production immobilière, d'abord dans les grands ensembles, mais pas seulement. Voilà, alors, une fois que j'ai dit ça, pour conclure, je crois que vous avez entendu, c'était mon introduction, je suis, et puis Emmanuel Cos en a parlé tout à l'heure, très préoccupé. Le nouveau programme national de renouvellement urbain arrive à son terme en 2026. Demain. Il y a un rapport qui a été commandé sur perspective et sur l'avenir. Le rapport, il a été terminé, conclu il y a 4 mois, 5 mois. Il a été remis la semaine dernière. La dernière fois dans la politique de la ville qu'un rapport a été commandé et que le gouvernement a rechigné à le recevoir, c'était le rapport Borloo. On connaît la suite. Et dans un contexte d'agence bashing très fort actuellement, dans un contexte politique dans lequel, comment dire les choses, c'est politiquement plus payant de taper sur les quartiers de Noirs et d'Arabes que de faire preuve d'un peu de sollicitude, la décision de lancer un nouveau programme de rénovation urbaine me semble être aujourd'hui un enjeu extrêmement fort. Et c'est un enjeu extrêmement fort pour vous, là, les équipes qui travaillez, parce que s'il n'y a pas de PNRU 3, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire des super beaux projets, il y aura une très belle exposition de vos projets là, et c'est tout. J'espère, je sais que vous avez d'autres ambitions que faire des belles expositions à la Cité du patrimoine et de l'architecture.
Voilà. Et donc j'espère que Quartier de demain va effectivement être ce qu'il prétend être. Et je sais que les porteurs de ce programme espèrent ça. C'est un lieu d'expérimentation. Mais un lieu d'expérimentation qui, c'est pas l'expérimentation pour l'expérimentation. C'est l'expérimentation pour ouvrir des pistes pour une généralisation. Et cette généralisation, elle ne peut exister que s'il y a un nouveau programme de renouvellement urbain porté par une agence qui est capable de le porter dans la longue durée. Voilà. Merci Renaud pour ta carte blanche que tu viens de nous offrir et puis cet espoir sur la création de ce laboratoire à travers Quartier de demain qu'on a ouvert aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous tenions avec le président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Julien Bargeton, à vous remercier très sincèrement, remercier l'ensemble des ministères qui ont rendu possible ces journées, le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Aménagement du territoire, le ministère de la Ville, et puis le ministère... l'ensemble des ministères liés à l'aménagement du territoire. Voilà, simplement remercier également l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés dans la réalisation de ces journées. Également remercier les équipes de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en lien étroit avec celles du JPEPO, qui ont ensemble collaboré pendant des semaines pour rendre possible ces rencontres. Concrètement, c'est 86 agents qui ont été mobilisés. Simplement vous dire rendez-vous dans les prochaines semaines. Rendez-vous d'abord et avant tout dans les 10 villes de quartier de demain. Le 6 juin prochain, ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour un workshop géant. C'est également le lancement à présent de la capitalisation et puis la création, l'ouverture, et je crois que l'appel de cette conclusion nous le signale, de ce grand débat national autour de la politique de la ville qu'il faut qu'ensemble on puisse construire. Ces rencontres nationales, Quartier de demain, elles se poursuivent. Elles se poursuivent d'abord et avant tout avec une visite qui vous est proposée ici sur un tout autre sujet, mais n'hésitez pas à l'arpenter sur l'exposition Grand Magasin ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Vous pourrez remonter et vous aurez la possibilité d'assurer ces visites. Et puis, vous donnez également rendez-vous dès demain à 9h30 sur chacun des sites. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation et puis à demain.